l'EBF de rentrer en quelque sorte à la rentrée. Je vous dois, au nom de mes camarades, quelques excuses. On a l'organisation, on a tous pris un peu de soleil cet été. L'organisation de la réunion d'aujourd'hui, on a un peu pâti, donc mille excuses. On fera encore mieux la prochaine fois. Le prochain EBF, c'est le premier lundi de Best of Media, le patron de Best of Media qui s'est fait. Voilà, vous voyez, comme quand je dis qu'on est un peu. On n'a pas encore tout reconnecté, tous les fils. Enfin, bon, on a le patron de Best of Media le 7 octobre, parce que c'est le premier lundi du mois d'octobre. Je voudrais aussi dire que mercredi à Palo Alto, il y a un mixeur à Bank of the West avec la chambre de commerce, avec le soutien de la chambre de commerce franco-américaine qui nous aide gentiment, patiemment pour l'organisation ici au front desk, en quelque sorte, et que nous remercions. Alors ce soir, notre invité, c'est Louis Monnier. Alors Louis Monnier, il a un casier long comme ça. La profession. Tu causes pas la Non mais c'est vrai. C'est vrai parce qu'il ne fait pas ses 70 ans. Bon Louis, où est-ce que tu es? On va plutôt commencer de façon biographique. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que je suis né? Oui. À la Seine-sur-Mer. Voilà. Okay. Qui est en face de Toulon, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. En bas, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas. Voilà. Et que faisaient tes parents Les parents, l'époque, ma maman s'occupait de ses enfants, et oui. mon papa, il travaillait à l'Arsenal de Toulon. Il était charpentier tôlier, donc il a construit des portables, des choses comme ça. Du vrai boulot. Du vrai boulot. C'est pas comme les ingénieurs logiciels. Du cambouis. Bon. Il faisait du hardware. Il faisait du hardware, voilà. Il faisait du hardware. Et contrairement à ce que dit un nature capitaliste et ancien créateur de Netscape, il faut encore du hardware. Tu as des frères et sœurs? J'ai 2 frères, 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Le frère fait du hardware aussi? Ce jour-ci, il est essentiellement à la retraite de la poste. Donc toi, tu es un peu le mouton noir dans ta famille. Bon. Donc, si je me souviens bien, tu as été normal dessus. Alors j'ai fait l'N7 en fait. L'N7. J'ai fait l'N7, je crois que je suis la première personne qui est démissionnée de l'N7. Le directeur ne savait pas quoi faire. Je suis allé voir très gentiment, j'ai dit voilà, on m'offre un travail à l'INRIA, avec mon cours, Institut de recherche. Vous savez ce que c'est que l'INRIA? Oui. Institut Oui, de recherche. oui, évidemment, toi, tu sais. Dans les anciens bureaux, dans les anciens locaux de l'OTAN. Ça nous sert en cause de temps. J'habite au squash dans la Après que De Gaulle a dit. Et donc je suis allé voir le directeur de l'ENSEP, je lui ai dit voilà, on m'offre un travail. Et ça m'intéresse plus, parce que d'enseigner c'est bien, mais enseigner la même chose tous les ans, je vais m'ennuyer. Tandis que la recherche, ça change tout le temps. Donc je choisis la recherche. Avec bonne chance. J'ai dit mais je dois pas, je sais pas, on va vous rembourser quelque chose. Non, c'est jamais arrivé. Il n'y a pas de temps. Donc bonne chance. Donc de fonctionnaire, tu es devenu chercheur. L'INRIA, il faut juste un petit mot. Il y a beaucoup d'inventions de l'informatique moderne, et en particulier de l'Internet, qui viennent de l'INRIA. Il y a eu le CERN, dont on connaît le rôle. Il y a eu Manchester, en Angleterre, où toute une partie de l'informatique est née à Manchester, en fait, en Angleterre. Et il y a eu l'INRIA. Pour des raisons, il y a des rencontres comme ça. Et des endroits magiques et juste une bonne personne. Il y a ton camarade Bertrand Servet qui sort aussi. Bertrand, Jean-Marie Hulot. Jean-Marie Hulot. Bref. Et pour ceux qui sont tous pas deux, Philippe Lagelet, qui était une espèce de Léonard Euler des temps modernes, mathématicien. Il y a des Faugeras. Faugeras, oui, on va t'entendre. L'école, ma voix baisse. Olivier Faugeras, qui est énorme contribution à tout ce qui est traitement de l'âge. Donc tu étais chercheur, et quel était le domaine qui t'intéressait à l'époque? J'ai
J'étais matheux, donc c'était tout ce qui était algorithme. J'ai fait une thèse sur la factorisation des nombres. Donc c'était relié à tout ce qui était au début de la cryptographie. Les années où RSA de sortir, donc la cryptographie, la vraie cryptographie, celle qui faisait pas lire la MSA. Et donc, c'était un sujet chaud, donc j'avais étudié les maths autour de ça et j'avais fait une thèse là-dessus. Comme vous le savez sûrement, pour l'essentiel, la cryptographie repose sur une asymétrie. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de multiplier des nombres que de deviner la composition de facteurs de ces nombres. Alors je sais que c'est une grosse simplification, enfin c'est quand même la vérité essentielle, c'est une asymétrie. Très facile de multiplier, difficile de deviner. Et donc il y a tout un tas de choses qui ont été bâties là-dessus. Donc tu as fait de la recherche là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a amené, tu es resté combien de temps à l'Université? J'étais à l'Université il y a 3 ans, je pense, à peu près. 3 ans. Et puis, alors, ce qui m'a amené aux US, c'est mon service militaire. Logique. Le nombre, sérieusement, depuis qu'on fait, alors incidemment, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans de DBF. Donc si vous avez des idées pour ce qu'on pourrait faire pour faire une petite fête, eh bien, vous êtes les bienvenus. Mais le nombre d'invités à DBF qui ont commencé comme VSN, VSNE, etc., c'est incroyable. Il y en a ici. Et donc, on t'a envoyé, ils t'ont envoyé ou Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, je voulais faire quelque chose et bon, pour faire le Midas permanent, ça me plaisait pas beaucoup. Donc, j'avais regardé les histoires de coopération, VSN, etc. Donc, c'était bon, il faut enseigner les maths au Maroc. D'accord bon, moyen. Et puis, j'avais fait un voyage, maintenant, si on est intéressé à faire de la recherche. Donc, ça fait une grosse coupure. Donc, j'avais fait un voyage l'année précédente, en 79, à Carnegie Mellon. J'avais été exposé un petit peu. J'avais vu des trucs qu'on ne voyait pas. J'avais absolument aucune idée. Pour moi, l'ordinateur, c'est un machin qui sortait des grosses feuilles en faisant beaucoup de bruit. Et puis, il y avait des jeux vidéo. On jouait à des jeux vidéo sur des écrans graphiques, etc. Qu'est-ce que c'est ce endroit? J'avais vu ça, j'ai dit, je suis aux US. Et grâce à quelqu'un qui était à l'INRIA, mais qui travaillait aussi au ministère de l'Intérieur, ou je ne sais quoi, on a fini par trouver que si on prenait le règlement, qu'on lisait comme ça, et qu'on clignait les yeux, on pouvait faire mon service militaire dans une université américaine. La seule contrainte étant que je devais être pauvre. On me payait. C'était facile à trouver. C'était très facile. Il fallait que je sois très pauvre, donc j'étais payé pratiquement. Donc je suis parti pendant 2 ans à Carnegie Mellon, faire ça et c'était grandiose. Carnegie Mellon, c'est là où il y avait Mac, la version d'Unix qu'on trouve dans une machine assez répandue. Je laisse deviner laquelle. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit les années suivantes, ça fait tâche d'huile, donc il y a beaucoup de gens qui ont dit on veut faire comme lui. Et puis les suivants vont dire on veut faire comme lui. Donc il y a toute une traînée de gens qui ont, d'année en année, qui ont fait la même chose. J'en ai rencontré quelques-uns, apparemment. Donc tu as fait 2 ans à Carnegie Mellon, et qu'est-ce que tu as fait à Carnegie Mellon? 3 ans, c'était en plus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, à l'époque, ce qui était le sujet chaud qui permettait de travailler sur des gros machins, des grosses données, c'était les circuits. À l'époque, on dessinait des circuits intégrés, on faisait le software pour concevoir, prouver, etc. des circuits intégrés, donc j'étais là-dedans. C'était un point chaud, il y avait beaucoup d'argent qui venait de DARPA. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. C'était quelle année? Pardon? C'était quelle année? Ça c'était 80 à 83. Fin de 80. DARPA, voilà encore une institution devant laquelle on doit s'incliner parce qu'on lui doit tout ou presque. L'Internet, le vrai Internet a été inventé par DARPA et par d'autres choses dans l'informatique. Et puis finalement, la météo m'a eu. Parce que Pittsburgh, c'est moins 48 heures. Ah oui. Donc c'est gentil, c'est bien, les demi-saisons sont très jolies. T'as été au sport, non? Alors, l'été insupportable, l'hiver est pire.
les demi-saisons sont vraiment jolies. C'est aussi simple que ça. Donc il y a quelques mois de l'année où c'est très joli. Alors, j'ai fini par me raisonner et je suis venu ici. Ici, Parc, Xerox Park. et Ça c'était à nouveau l'autre moment intéressant. Sauf que c'était intéressant parce que donc, je suis allé à Parc, je suis passé, puis une interview, j'ai reçu une offre, des gens qui étaient à CSL, Computer Science Lab, qui essentiellement nous venaient toutes les légendes, l'Alto. Alto, c'est le prédécesseur du Mac. Prédécesseur du Mac. Le concept d'éditeur de graphie, le concept d'éditeur de texte, tout ça c'est sorti de ce petit labo de 30 personnes, PostScript, Et entre le moment où j'ai reçu mon offre et le moment où je suis arrivé avec une valise, l'endroit avait explosé. Il y avait eu une grande bataille entre les gens de la recherche et les gens de Xerox. Tout ça c'était Xerox. Les gens sérieux de Xerox qui avaient dit c'est bien votre recherche, mais carrément. C'était en quelle année ça 80. Été 80. J'arrive. Hello. Vide. Quelques survivants. La plupart des gens qui avaient été, je dirais, oubliés. D'accord. Pas forcément les meilleurs. Et bon, et Xerox qui essayait de dire oups, on a un petit peu merdé, donc on va essayer de réparer ça. Bon, tous les petits jeunes qui arrivaient, là, on vous aime beaucoup, on vous donne des sous, faites ce que vous voulez, amusez-vous, essayez de redorer un petit peu le blason, parce que ça fait des ordres qui s'est passé. Et donc pendant 6 ans, j'ai embauché Bertrand, c'est Hervé. Petit gars, il ira loin, hein. Bien sûr, il est très bien Bertrand. J'ai embauché Pradip Sindhu. Pradip, c'est le fondateur de Juniper. Il est pas mal aussi, il ira loin aussi. Donc quelques personnes, Rick Barth qui a fondé Rambus. Donc ça c'est des petits gars qui étaient pas mal du tout. Et puis bon, on s'est amusé, on a expérimenté pendant 6 ans, on a fait des trucs, des machins, des circuits intégrés, du software dans tous les sens. Et quand les ordinateurs font ça, et quand on aura 10 000 à mettre en parallèle, enfin bon, des conversations folles. Et puis bon, il n'en est pas sorti grand chose, mais sauf les gens. Et en 89, plus ou moins, tout le monde est parti. Une histoire, mais tout le monde est reparti. Donc tu étais parti avec eux? Oui, enfin, c'était relativement indépendant, quoi, je dirais. Bertrand est parti chez Next, qui est plus tard, comme chacun sait, acheté Apple. Oui, en fait, oui. Moi, Heureusement. Moi, j'ai cherché un autre labo, les éditions que j'ai eues, sont vraiment comme ça. Moi, j'étais dans un autre labo qui appartenait à DEC, qui à l'époque semblait être une boîte raisonnable, donc c'était à Palo Alto. Alors, c'est très très drôle, DEC, pour ceux qui ne se rappellent pas, Digital Equipment Corporation, espèce de. C'était l'IBM, c'était le IBM wannabe. Fondateur, personnage très intéressant. Bizarre. Vraiment intéressant. Kenolson, c'était un type du Vermont, un Quaker. Il était spécial. Il avait quelques fixations en particulier pour lui. Sa formation, c'était le packaging, c'était de faire les boîtes pour les ordinateurs avec la place pour là où on met le transformateur, etc. Et pour lui, la puissance de l'ordinateur, son volume physique et son prix doivent être proportionnels. Okay. Bon, donc, j'ai vu un jour le VAX 10 000, ça s'appelait, qui était $1 million moins 1 centime. J'en ai vendu un. Et Sun, pendant ce temps-là, vendait tout ce qu'il pouvait. Voilà, fin de la parenthèse, donc, en 80, non, c'était en 89, j'étais chez DEC, labo de recherche, pareil. Ensuite, de la recherche, pendant des années, j'ai joué avec des tas de machins, DEC s'est un peu ressaisi, donc j'ai pu mettre les mains sur les premières machines 64 bits, des machines qui avaient 1 gigabyte de mémoire. Attention, on ne veut pas, monstrueux. Donc j'ai pu jouer avec des trucs qu'on ne pouvait pas acheter à l'Apple Store qui n'existait pas. Donc ça c'était en 89, pendant plusieurs années. Vas-y, pose-moi une question. Non, je me remémorais en t'écoutant parce que j'ai vu la chute de DEC d'un autre point de vue. Je me suis retrouvé à un dîner assis à côté de Ken Olson quand on avait cette espèce d'alliance entre Apple et DEC.
Et Ken Olson me dit, écoutez, il ne voulait pas parler à John Sculley parce que... Et donc, comme j'étais réputé technique, il voulait bien parler. Il me dit, écoutez, je sais que les gens achètent des ordinateurs personnels. Je le sais, mais je comprends pas. Il était honnête, c'était un homme remarquable. Il me dit, je ne comprends pas, parce que vous comprenez, moi j'ai une télétype en veille, des glass télétype, c'est-à-dire un terminal qui avait une émulation du télétype. Certains d'entre vous, ils savent ce que c'est, avec le ruban perforé à côté, 10 caractères par seconde. Machine à écrire. Machine à écrire télécommandée, en quelque sorte. Il me dit, j'ai une glace télétype, et puis j'ai un Ethernet qui va à l'usine, comme il était le patron de l'usine, on lui avait fait un Ethernet privé jusqu'à l'usine qui était à une vingtaine de kilomètres, mais ça c'est une histoire d'argent. Hein. Et il me dit, mais j'ai All-in-One, parce qu'il y avait un logiciel bureautique qui s'appelait All-in-One, c'est-à-dire des fonctions bureautiques, avec des commandes à deux caractères. C'est-à-dire qu'avec par exemple, F pour file, et puis S, file, store, etc. Et toutes les commandes étaient comme dans CC Mail, pour ceux qui se souviennent de ça. Et il dit, j'ai tout ce que je veux avec ça, je ne comprends pas pourquoi les gens achètent des ordinateurs personnels. J'ai entendu une autre histoire qui est peut-être confirmée. À la même époque, en DEC, ça c'était en 93, 14. Oula, c'était la fin. D'accord. DEC, c'était, sauf techniquement, il s'était ressaisi parce qu'il y avait un groupe qui avait fait, ça c'était les renégats, c'était des pirates, le drapeau piraté, qui avait fait l'alpha. Oui. C'était le premier chip 64 bits, une architecture fantastique, il y a des trucs, c'est vrai, qui étaient des années à l'avance par rapport à tout le monde. Dès Olson, dans sa grande sagesse, a dit c'est bien, mais ça ne fait pas tourner VAX, c'est pas un VAX, ça ne fait pas tourner BMS, donc il l'a retardé pendant 2 ans. Voilà. C'est voyant. Et l'histoire que j'ai entendue, c'est qu'Apple, qui à l'époque était coincé avec Motorola, qui n'arrivait pas à faire le processeur, est allé voir qui dit on pourrait faire quelque chose. Et la réponse de Ken Olson, c'était nous, on ne s'occupe que des vrais ordinateurs. On ne pas un machin pour ce qui colle tout à fait dans l'histoire. Et donc là, à la suite de ça, Compaq a racheté DEC et HP a racheté Compaq. Bon, pour la suite, il faut attendre un peu, mais ça va venir assez rapidement. Bon, alors quand est-ce que tu as fait AltaVista? AltaVista, c'était mon dernier projet de recherche chez DEC. En 95, la boîte était en mauvais état. La boîte était, il faisait bêtise après bêtise, il se faisait tirer des baffes dans la presse, ils ne savaient pas ce qu'ils font, tout le monde avait peur. Et c'était un peu sombre, je dirais. Et j'étais dans un labo de recherche, alors c'est ça qu'il faut expliquer sur DEC, ça aussi c'est fantastique. Donc, si vous prenez une carte, vous voyez, à l'époque, il y avait DEC qui était sur la côte est, et puis il y avait une présence dans la baie. Ok, cool. Alors, il faut prendre un microscope. Au coin de Newton Avenue et de la... On prend un microscope, parce que vu de la côte est, c'était absolument indistinguable. Il y avait 3 labos à 200 mètres un de l'autre. Qui ne pouvaient pas se sentir. Évidemment. Il y avait un Litton, enfin là où il est là aujourd'hui, il y en avait un, moi c'était le vidéo qui était sur Ramona, une espèce de mission espagnole lyophilisée. Et puis il y en avait un troisième qui était dans le même bâtiment, mais quand même on ne savait pas. Et ces gens dans ce bâtiment, dans cet autre labo, NSL, qui était le network system là, avaient commencé à renifler Internet et avaient compris ce qui commençait à se passer. J'avais eu des démos très tôt de Mosaïque et des premiers browsers, des choses comme ça. Je suis d'accord. Et vraiment, au hasard des conversations et tout ce qui est écrit, en général, est relativement sanitisé, ça se dit pas en français. Désinfecté. Petit à petit, j'ai fini par conclure, bon, je vais essayer de m'amuser. De toute façon, la bonne recherche, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de but. Donc, j'avais commencé à jouer tout seul, en allant taper les copains. Et toi, tu es bon avec le multiprocessing, viens m'aider, parce que là, j'essaie de faire un machin, il y a vraiment des mouvements en parallèle, ça va être très dur, viens m'aider. Et puis
toi, tu as l'air de t'y connaître en DNS. Alors, viens m'expliquer DNS, parce que c'est la code de la documentation impossible. Donc, en à peu près 6 mois, j'ai bricolé un truc qui pouvait crawler le web. C'était un des premiers crawlers qui allait très vite. C'est un robot logiciel qui va dans un site web, qui rentre au sommet du site web et qui regarde chaque page, parce que chaque page donne des indications sur les pages subordonnées. Donc algorithmiquement, c'est assez facile de ramper, d'explorer ça, en notant des choses. Par exemple, en notant le contenu ou en faisant un résumé, en mettant dans une base de données un résumé de chaque page avec son adresse, quelques indications. Et donc j'avais écrit une version de ça qui allait très vite, qui permettait de récupérer une page. J'avais récupéré une machine, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Tu avais libéré une machine. J'avais libéré une machine. J'avais travaillé avec un autre gars qui avait un vieux soft qui permettait d'indexer une espèce de news en interne. C'était l'autre labo. Alors déjà, je traitais avec l'ennemi. Je pactisais avec l'ennemi. L'autre labo, il y avait un gars extrêmement malin, un vrai très malin, qui, il faut expliquer la culture du labo. Ce labo, c'était les gens qui étaient partis de parc. Les partis de parc, ils avaient fondé, ça s'appelait le CRC. Et dans ce labo, c'était c'était une espèce de box intellectuelle constante. D'accord? Donc ce qui était vraiment important, c'est de retourner dans les emails que les gens s'étaient envoyés en disant « Jean-Louis, je t'avais bien dit il y a 5 ans, tu vois mon email là, que ce langage c'était de la merde et que celui-là était vachement mieux. Et maintenant, tu vois, là c'est prouvé. Ha! J'ai 2 points de plus. » C'était ça le jeu. Donc il était très important de garder une trace de tout ce qui avait été dit. Donc il avait écrit un moteur de recherche pour l'email interne. Parce que c'était vraiment critique. Il pourrait le vendre à la NSC, parce que vous savez que la NSC, quand le Parlement américain a demandé à la NSC de produire des emails internes, et la NSC a dit on n'a pas la technologie pour ça. Non, sérieux, hein. On n'a pas la technologie pour produire des emails. Donc Mike, c'était son nom. Mike avait ce soft qui me paraissait intéressant, donc je l'ai convaincu de prendre son soft, de l'améliorer un peu, et puis on a branché les deux ensemble et on a fait un moteur de recherche. Donc c'était le 4 juillet 95, je me rappelle, c'était le 4 juillet, personne ne travaille. J'avais un petit peu la trouille, j'ai dit bon, je vais démarrer mon crawler, je vais enlever le frein, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais à mon avis l'internet a un peu tremblé. J'ai fait ça quand personne ne travaillait. J'ai reçu quelques emails, qu'est-ce que vous faites? Et j'ai récupéré, je crois que j'ai récupéré 2 millions de pages, qui étaient plus que tous les moteurs de recherche à l'époque avaient. Donc j'ai dit, bon, c'est gros l'Internet. Alors j'ai refait ça un mois plus tard, et là j'ai eu 10 millions de pages. Alors j'ai dit, bon, c'est vraiment gros l'Internet. Vraiment énorme, personne sans doute. Et là, entre-temps, j'ai réussi à persuader DEC. Ça, c'est vraiment la genèse d'Alta-Vista. J'ai réussi à persuader DEC, qui était donc en chute libre avec un problème de relations publiques monstrueux, qu'il fallait qu'ils me financent ce truc, qu'ils me donnent quelques machines, qu'ils me laissent plancher ce truc tranquille, et que j'allais leur générer de la publicité positive. Et qu'ils avaient essentiellement rien à perdre, parce que pour ils en étaient. Donc ils m'ont laissé faire ça. Donc que ce soit pas du hardware, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai bossé sur le truc, j'ai tout mis ensemble, on était deux là-dessus. Un petit peu d'aide des copains, mais personne n'était là-dessus à temps plein. Et n'ayant aucune idée de ce qui nous attendait, c'était le 15 décembre 1995, la veille du lancement, on ne savait pas comment, on a enlevé le verrou en disant bon, on va tester comme ça. Ce jour-là, on a eu 200 000 requêtes. Tombé du ciel, parce qu'on avait donné l'adresse à personne. On ne sait pas. Et vous savez, il y avait suffisamment de buzz. Et puis on a lancé, et donc là, ça a été la folie absolue pendant au moins 2 ans. Voilà, ça c'était l'histoire. C'est les débuts du moteur de recherche visible par un consommateur. Enfin, par le grand public. Par le grand public qui avait suffisamment de couverture de l'Internet, de vitesse de réponse. Parce qu'il existait des moteurs de recherche, mais ils étaient tout petits, très limités, très bêtes, ou payants et garnis. Ouais. Oui. En gros, il fallait payer pour avoir la réponse. Oui. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était quand même quelque chose. Il
il y avait le répondant, ça répondait dans la seconde. Ça avait au lancement, on avait 16 millions de pages, et puis après ça grossit, ce qui à l'époque était monstrueux pour les gens, mais jamais vu ça. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant l'automne, j'avais ouvert le truc dans l'intranet de DEC, donc le réseau interne, et en disant, bon, bah, j'ai fait ce truc-là, si ça amuse quelqu'un, jouer avec. Et je me suis retrouvé, un soir, je sais pas, je débranche le truc pour mettre en nouvel index ou pour réparer le software. Alors je reçois des coups de fil de gens qui me disent, mais remets-le, on en a besoin pour notre boulot. Nous, on fait notre recherche comme ça, c'est notre secret sauce. Parce qu'on peut faire la recherche sur les concurrents et tout, c'est beau. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Donc en décembre, on a lancé. Et puis après, bon, ça, c'est le début d'une longue et pénible histoire. Oui. ça c'est. On va pas trop parler de cette partie-là. Et je vais juste. Il y a des leçons. Comment? Il y a des leçons. Alors vas-y. Quelle est la leçon alors au contraire? Alors la leçon, c'est d'abord, j'étais un gros bébé, mais bon, j'étais un gars technique, malin, qui n'avait jamais vu le monde. Donc, j'ai jamais pris le temps de regarder et de dire, bon, qu'est-ce qui se passerait ici? Alors là, nous avons une compagnie qui fait des grosses machines, qui est en chute libre. Moi, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de faire un truc qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Et je suis coincé à l'intérieur parce que j'ai fait la bêtise de le démarrer de l'intérieur. Bon, ça va mal finir. Il est temps d'attraper mon parachute. Mon parachute, j'en avais déjà eu. 3 jours après le lancement, je rentre à la maison et lui, ma femme me dit, il y a un gars qui a appelé, avec un gros accent, qui s'appelle Binode. Binode, c'était Binode Khosla, qui était au bord de Excise, qui à l'époque était le moteur de recherche qui montait. Bon, je le rappelle, il me dit qui il est, je ne sais pas qui il est, il me dit je suis un venture capitaliste, je ne sais pas ce que c'est, et il me dit bon, bah, je voudrais, voilà, je veux te débaucher parce que c'est une grosse épine dans le pied, c'est machin, est-ce que tu peux. Je dis je vais réfléchir, je dis que je n'ai pas compris ce qu'il me demande, je vois pas pourquoi. Bon, voilà, c'est ce genre de. Alors, ça, c'est une leçon. C'est une leçon, quand même. Alors, on va virer à 90 degrés. Pour un petit moment pour parler de Microsoft. Sujet. Je peux dire un mot gentil? Ah oui, il faut bien que quelqu'un le fasse ce soir. Ce que fait Bill Gates sur la malaria, ça c'est vraiment. Oui. Voilà, j'ai fini. C'est vrai qu'avec ça, Bill Gates 2.0, il est vraiment bien. La blague, c'est qu'il a épousé Melinda French. Oui. Et que c'était une punition pour Melinda French. Parce qu'elle avait été le product manager de Bob. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que Bob. C'est la Syrie avant. Une horreur logicielle de Microsoft. Elle était le product manager et que comme punition, on lui a dit c'est pas gentil. J'ai honte de ce que je dis. Non, en fait, ils sont très bien mariés, très contents. Et en effet, Bill fait beaucoup de bien. En particulier en disant, écoutez, avant de... il faut d'abord qu'il y ait des égouts. Il faut mettre de l'argent dans les égouts. Et s'il n'y a pas d'égouts, les maladies vont continuer de se propager. C'est vraiment très bien. Alors, bon, Microsoft, ils avaient de l'argent, ils en ont encore beaucoup. Ils avaient des clients, ils en ont encore beaucoup. Pourquoi est-ce que Microsoft n'a pas une présence plus grande que n'importe qui dans le search? Le search. Innovators Dilemma. Parce que pour attaquer. Ben non, il n'y avait pas de produits à protéger. Il n'y a pas de produits à protéger, ok, d'accord. Bêtise. Il n'y a pas de produits à protéger, mais tu mets tout l'argent dans les choses qui sont les tiennes. Il y a déjà cet aspect-là. Mais mettons, je pense parce qu'il y avait un mépris du client chez Microsoft que Google a pu utiliser pour son compte. Chez Microsoft, le client, c'était l'imbécile. Parce que, ouais, on lui met 12 menus, s'il n'est pas content, on en met 35. Comme ça, on lui demandera de
plus cher, parce que comme ça, eh bien, ils en ont pour leur argent. Et s'ils ne sont pas contents, ils vont recruter leur truc. Et après, il faut qu'ils éditent leur registry, et puis voilà, ça les occupera. Puis on installe le système tous les quelques mois, comme ça l'ordinateur est content. Hein, vous avez passé votre samedi à quoi, les mecs? Donc voilà, c'est ça Microsoft, et je crois que c'est. Il y a ce côté-là, ils sont aussi mis toute la communauté, en particulier ici dans la baie, à dos, avec leur approche de l'Internet. On a oublié des trucs Blackbird, pour ceux qui se rappellent de ça, une alternative à HTML qui essayait de pirater. Bon, Microsoft qui était absolument sûr que le futur de l'information, c'était on irait au kiosque à journaux et on achèterait des CD-ROM sur lesquels il y avait les news et puis je sais pas quoi, le dernier machin, fourni par Microsoft. C'était ça le futur de l'Internet. En 86, Bill Gates a publié un bouquin, publié avec son nom comme auteur, en disant le CD-ROM, c'est le nouveau papyrus. Non, c'était pas forcément idiot, mais à un moment, il faut dire, on sera juste là. Par exemple, on va arrêter de faire des ordinateurs, on va se lancer dans le DIA, et puis dans des boîtes qui ont changé leur nom pour montrer qu'ils avaient dit, on a compris quoi. Non, il y a pas, comment ça s'appelait Nathan Mirford, il est aussi remarquable. qui est devenu pirate en brevet. Oui, lui, il est devenu pirate en brevet, mais ce qu'il a fait surtout, c'est qu'il a juste raté l'Internet. C'est pas comme s'il avait raté quelque chose d'important. Il a complètement raté l'Internet. Nous, on ne sommes jamais arrivés. C'est le nouveau CB, pour ceux qui savent ce que c'est que CB. Citizen Band, les radios, les gens qui se parlaient Les camionneurs qui se parlaient sur l'autoroute pour se prévenir des contrôles de feu. Ça, en 94, 15, 16, c'était tout le gars qui voulait freiner, et puis un article en disant que l'Internet, c'est le nouveau CB. C'est une mode qui va passer en 3 ans. Donc je crois qu'il y a, mais je crois profondément, si je réfléchis, c'est le mépris du client. C'est le mépris du consommateur. Alors si tu étais bombardé PDG de Microsoft, qu'est-ce que tu ferais? Et quand je dis bombardé, Bon, c'est un peu tard. Je crois que Microsoft, éventuellement, la seule chose qui va les garder vivants, c'est le fait que tous nos emails, tous les dossiers légaux que François envoie, etc., sont en Word, Excel, PowerPoint, et qu'on aura tous peur de convertir en autre chose, parce qu'il y a toujours un risque. Je pense que c'est ça qui vend. Très bien, moi j'ai tort, parce que j'ai pas envie de me débarrasser. J'ai dû mettre Office sur mon laptop, et ça me gêne. Même des boutons. mais attends, tu vas l'avoir sur ton iPad bientôt. Toujours est-il. Non, je sais pas, je pense qu'ils ont raté. Donc, ils ont essayé de protéger Windows et Office. Ils ont protégé Windows et Office. Windows, c'est plus particulièrement intéressant. Office, je pense que c'est ce qui va survivre longtemps. Et le reste, ça a été un ratage après l'autre. Parce que ça a été des extensions de Windows et Office. D'accord, le début, il ne faut pas oublier. Bing, le début, c'était MSN. MSN, c'était on va vous forcer à utiliser Microsoft Passport, on va vous forcer tout simplement. Microsoft C'est Passport. pas particulièrement Internet. C'est pas ouvert et puis les mecs ont choisi de ne pas pour quelqu'un Microsoft. Pardon? Non mais MSN, il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ça a été construit par Microsoft pour tuer CompuServe. Ça a été pour tuer CompuServe, c'était un service comme CompuServe, avec un accès modem, etc. Et avec des interfaces applicatives pour développer des applications qui marchaient sur ce réseau-là, qui étaient bien meilleures que celles de CompuServe, parce que développer pour CompuServe, c'était quasiment impossible. Donc c'était le projet, c'était pas du tout... on parle de 95. Hein. On parle de 95 quand, en 94, Netscape, le browser Netscape était déjà visible, Mosaic avant, Spyglass, enfin, tous ces outils-là étaient déjà très visibles et que ça démarrait très rapidement. Et je termine là-dessus en disant qu'une chose que je trouve mystifiante, c'est que Microsoft, qui voulait s'imposer en mettant ses standards partout, comme Office, donc Office sur le Mac pour être sûr que les gens utilisent
des standards, il n'y a pas d'Internet Explorer sur autre chose que Windows. Alors que Google a Chrome sur Linux, Mac, Windows, mais ils ont imposé, ils ont développé, ils imposent l'imposition qui en plus est tout bon, partout en disant on va avoir le tampon Google partout avec des choses un peu inégales. Et je suis mystifié avec le recul par le fait que Microsoft a laissé faire ça. Il y a Internet Explorer sur le Mac. Oui, mais il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Ils ont comment? Ils ont arrêté quand tu as. Oui, ils ont réussi. Apple. Alors dis-moi, on va sauter un peu. Tu es rentré chez Google? Je ne donne pas assez bonne réponse sur Microsoft. Ah non, mais ça va. Je peux dire un truc? Oui, oui, Dans ma nouvelle boîte, dont je vais parler plus tard, j'interdis les PC. Je ne veux pas de PC. parce que Sécurité. Même pas sous Linux? Hein? Même pas sous Linux? Ah, si, Linux, c'est très bien. Ah, mais c'est un PC. C'est un PC. Pardon, une machine Windows. Ah, ouais, c'est pas la même chose. Je refuse d'avoir une machine Windows. Non, non, le hardware, ça va. Ça peut même être un vert, c'est OK. Mais c'est l'OS. on va faire attention au prochain processeur Intel avec un backdoor NSA parce qu'ils ont un système d'encryption qui fait partie du processeur qui est vendu comme tel pour rendre des choses plus faciles. Et si vous l'utilisez, le gouvernement de la République vous remercie. Enfin, sur le n'utilise pas aussi. Oui. Dans les deux cas. Bon. Alors, on va parler de juste Google. Google, 2 ans chez Google. Qu'est-ce que tu as appris en 2 ans chez Google? À quelle époque? Non, attends, tu as sauté plein de choses. Oui, je sais. D'accord, j'ai passé 4 ans chez IBM, j'ai fait de la recherche chez IBM, c'est moi qui faisais de la recherche, l'innovation, etc. C'était très excitant de faire de la recherche dans une boîte qui ne comprend pas l'innovation. Moi, justement, c'est pour ça que J'ai ça. ça. IBM. Ah, il est pas mal. 2 ans chez Google, l'inverse. On est tous les vides, vous voulez changer de valeur. La valeur, c'est vous avez Google. Donc, comprendre l'innovation, vous ne pouvez pas manager quoi que ce soit. Quand j'étais, c'était une boîte de 4000 qui est montée à 10 000 personnes dans le domaine où j'étais. Je pense que la boîte aurait pu tourner avec 500 personnes sans problème. Le reste, c'était de la réserve. C'était la stratégie. Pourquoi ces gens étaient là? Parce que comme ça, ils n'étaient pas chez Microsoft. C'était la stratégie, c'était l'aspirateur. N'importe qui était jugé suffisamment malin, on les a récupérés. Deuxièmement, c'était de la réserve. Donc, on achète Keystone et on en fait Google Earth. Il faut 500 ingénieurs dans la demi-heure là pour commencer à tout porter dans l'infrastructure Google, pouvoir pomper des milliards de cartes en des fractions de seconde. Ok, on les a, pas de problème, les mecs, là, bâtiment à chaud, ramenez-les. Et c'est comme ça, hein. On achète YouTube, même chose, c'est-à-dire, ceux qui veulent bosser sur la télé du futur, emmenez-vous. Aucun problème. Le reste, ils travaillent sur améliorer le spell checker en chinois, qui est encore important. Ces gens-là, la grosse majorité, ça a peut-être changé un petit peu là, la grosse majorité faisait rien, les ingénieurs. Mais c'était le droit nécessaire pour pouvoir grossir. Voilà, c'est ma vision de Google. C'était quand même très sympa, la voiture était très bonne. Mon travail principal, bon, j'ai fait quelques petits trucs techniques, mais mon travail principal, c'était de recevoir des délégations européennes de sous-ministres et de leur faire visiter Google. Enfin, ça dépend de mon job, mais ça avait fini comme ça. Et le département de HR, enfin de clients. Tu parles plus d'une langue. Oui, ils adoraient, je sais pas, c'était. Je faisais ça bien, je sais pas. Pose-moi des vraies questions sur Google. C'est un peu. Il y a beaucoup de questions sur Google, mais par exemple, tu parles d'Office, enfin on parle d'Office en disant Office, il y a une grosse rémanence d'Office. Ça dure, ça se perpétue dans la durée. Quid de Google Docs? Est-ce que Google Docs déplace Office? Ils ont certainement, Google a exécuté mieux vite sur le côté, c'est online. Moi, si j'ai besoin de bricoler un truc en vitesse, je vais sur Google Docs. Parce que c'est online, c'est disponible n'importe où.
coup, j'ai pas besoin de trimballer du soft, de l'installer, de le maintenir. Cela dit, ça reste carrément limité. Donc ça fait que les 90% de ce qu'il faut. D'accord. Donc oui, de Google Docs, est-ce qu'ils vont arriver à en faire un truc sérieux, complet, etc. Ça, c'est pas complètement évident. Ça va bientôt 10 ans qu'ils y sont. Parce qu'il y a deux aspects, d'accord. Quand on montre l'aspect, il y a vous stocker mes trucs, mais bon, il y a aussi Dropbox, il y a d'autres solutions. Microsoft, si, mais, ensuite, il y a les outils eux-mêmes. Donc, ok, c'est sympa d'avoir les outils d'édition, les versions simplifiées d'outils d'édition, donc ça disponible. Donc ça, c'est vraiment j'apprécie. D'un autre côté, quand quelqu'un me balance un document, un point doc ou un PDF, je ne pourrais rien faire. Quoi. Donc, il faut que j'ai des outils pour ça. Donc, du coup, ça enlève un peu la passion. Je ne sais pas. C'est un peu compliqué quand même, parce que par exemple, le SkyDrive, Windows 365, enfin Office 365. Alors, SkyDrive ne prend pas un certain nombre de fichiers. J'en ai fait tout à l'heure, j'ai voulu prendre tous les fichiers Dropbox et les mettre dans SkyDrive pour voir. Et échec complet. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, Google ne lit pas certains fichiers PDF que Windows lit très bien. Que Office Online lit vraiment très bien. C'est encore, c'est très bizarre, c'est que c'est du 90%. Il y a plein de solutions qui existent, et on vous vend ça en disant, vous allez voir, maintenant c'est fini, vous n'avez plus besoin de futurs. Et vous vous rendez compte que, pardon? La négation absolue, non? Oui, mais c'est pas pareil. Non, moi je suis un grand fan de iCloud, sauf on ne lancez pas là-dessus. Sauf quand je reçois un truc d'un avocat avec les trucs en rouge, etc. Et c'est Alors maintenant, parle-nous de ton business actuel. T'as sauté plein d'épisodes, d'accord. Le business actuel. Alors, le business actuel, et voilà la vraie histoire. Donc, puisqu'en 95, ma femme a reçu ce coup de fil de ce Binode, il se trouvait Binode. Je connais Binode depuis longtemps. J'ai fait même une start-up où il était au bord. 99, je sais plus. Et je le vois régulièrement, puis il y a à peu près 9 mois, je le rencontre à une partie, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je raconte pas grand-chose. Petit job, et le loyer, mais quand même, c'est pas ce qui me passionne, c'est dans la pub, je peux vivre sans. Donc je cherche quelque chose d'intéressant. La santé. Ok. La santé. Grandiose, je regarde, j'ai plein de boîtes, j'ai des trucs dans le portefeuille, et je sors. Des mots. Il me montre ce truc. Ce truc, c'est une caisse pour un boîtier pour un iPhone. Il me fait cette démo. Qu'est-ce qu'il sait ce que c'est? Le live conversation. Ouais. Donc voilà. Donc ce que c'est un électrocardiogramme à l'envers. Avec le machin, je suis toujours vivant. C'est presque trop. Pardon? C'est bien 95, c'est l'émotion. Non, j'ai plein de café aujourd'hui, donc ça c'est normal. Et donc, il me montre ça. Ok. Ça, c'est une de mes boîtes, j'en ai 40 comme ça, des trucs, des devices pas possibles, Tu devrais venir incuber chez nous. Alors, pendant 6 mois, j'avais un bureau chez Linode, en plus de mon travail à temps plein. Et j'ai essayé de comprendre un peu le domaine de la santé, qui est un machin plus que bordélique. J'ai jamais rien vu comme ça. Et donc, je vais vous donner la version simplifiée de ce que j'ai fini par faire. Donc, au bout de 6 mois, alors là, j'ai trouvé un cofondateur, qui est un professeur à Stanford, qui est un mec absolument génial. C'est la première fois où je suis pas l'expert en quelque chose. Donc, je suis vraiment ravi de poser comme ça. C'est un gars qui a une formation de Toulouse, il est indien, et c'est une espèce de star de la bioinformatique. Il fait des trucs qui sont vraiment intéressants et passionnants. Vraiment, c'est vraiment intéressant. On s'est rencontrés, on fait une boîte qui s'appelle Miguel Shah, S-H-A-H. Et donc on s'est rencontrés dans cette période, on a pas mal discuté, on a décidé de faire une boîte, Vinod l'a financé. Donc depuis, on incorpore la boîte en mai, il l'a financé en juillet, donc là ça fait un mois et quelques que j'ai un compte en banque. Donc je suis en train de faire le start-up. Petit bureau à Palo Alto.
qui s'appelle Kyron, K-Y-R-O-N, qui est le nom, non pas du tout, c'est le nom de domaine qui était disponible. Il n'y a pas d'autre raison. Le domaine était court et disponible, et il me plaisait. Il n'y a aucune histoire, il faudrait que je l'invente. Donc, le start-up. Donc, On va trouver. Il y a des îles quelque part, alors les mecs qui se guérissent en faisant ça, et la déesse, c'est pas compliqué. Donc le start-up, hein, comme quand on était jeune. Donc les bureaux à Palo Alto, qu'on a plein de week-ends, les machins Ikea qu'on glisse, etc. Je me régale, je m'amuse. Sauf que j'essaie de bien le faire. Il y a beaucoup de start-up, c'est quand même, il y a énormément de manque d'expérience. Là, j'essaie de ne pas faire tout faux quand même. Donc j'embauche une équipe, que des mecs bien, j'ai des conseillers, que des mecs bien, qui chantent bien. J'embauche ma première femme en 2 semaines. Oui, numéro 3. Ah ouais. Et qu'est-ce que je peux dire de mal? Donc quel est le sujet de la boîte? C'est un petit peu ambitieux. Alors, ça part de la remarque suivante. La médecine, c'est un peu spécial. C'est pas une science. Et alors, il faut bien le comprendre, c'est pas une science. Il y a des petits domaines de la médecine. En général, les domaines où il y a des instruments, des machins, on met des trucs dans des pipettes, on met des fils électriques. Bon, il y a un petit bout de science. Tout petit bout. Alors, le reste, c'est n'importe quoi. C'est un gars qui a fait 10 ans d'école pour avoir suffisamment de cas pour pouvoir renifler. Non, je pense qu'il n'y a pas d'infection. J'étais aux urgences hier soir avec mes gamins. Non, il n'y a pas d'infection. C'est juste une inflammation. Ok, oui, c'est. Il n'a aucune idée. Moi, je veux le gadget à $100 qu'on va coller sur le machin et qui va dire avec 100%, ok, il n'y a pas d'infection. Bon, non, le gars. Non, il n'y a pas d'infection. C'est ça la médecine. Il y a très peu de science dans la médecine. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, et ça n'empêche pas les gens. Enfin, les gens, ce sont les hôpitaux, etc. Aujourd'hui, en particulier aux US, et en particulier avant que Obamacare commence à se mettre en place, qui ne vont pas hésiter à faire quelque chose parce qu'il faut faire quelque chose. Jean-Louis, tu me parles un peu pas, je vais prescrire ce truc. Ça te fera du bien. Ah, maintenant, tu as un effet secondaire à cause de ce truc. Bouge pas, je te prescris un autre pour réparer l'effet secondaire. Ah, ben zut, ces 2 machins-là, ils interagissent pas bien. Bah, écoute, on va t'opérer parce que finalement, le truc que ça engendrait, c'est pas comme si tu en avais vraiment besoin. Donc, voilà. Et si vous croyez que ça, c'est une blague, je vais vous donner la statistique qui me vient dans la nuit. Quelle est la 4e cause de mortalité aux US? Maladie nosocomiale. Les prescriptions, Des maladies qu'on attrape à l'hôpital. Non. Pardon. les ordonnances. Oui, les ordonnances. C'est je peux dire en français, les interactions entre les médicaments. C'est la 4e cause de mortalité après le cancer, etc., maladie cardiovasculaire. Bon, 17, je veux bien, 43, ok, mais non, 4e, c'est hallucinant. Et ça a plein de formes. Ça peut être, ah ben zut, la pilule, c'était pour le gars dans le lit d'à côté. Il y a ça. Il y a, ah oui, j'ai donné le dosage pour l'adulte. C'est dommage parce qu'il a 3 ans. Ça va faire des ordres. Bon, il y a ça aussi. Et puis, bon, il y a aussi, on vous a donné ce truc-là parce que vous avez absolument, on est convaincu que vous avez ce truc-là, puis vous ne l'avez pas. C'est pas autre chose. Mais, et ça aussi, ça arrive souvent, parce que le diagnostic, c'est complètement pas de science, quoi. Comment est-ce que Chiron J'y arrive. J'ai tapé le problème. Mon cours sur le premier slide. J'arrive sur le deuxième après. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, et puis, ce qui paraît beaucoup, c'est que il n'y a pas d'études. La seule manière aujourd'hui d'obtenir, de créer de la connaissance médicale, c'est les double-blind clinical trials. Randomized clinical trials, d'accord? Donc on prend des gens. Alors voilà, on a cette nouvelle pilule, on pense que ça va guérir le diabète. Ok, alors vous allez me chercher 100 mecs, hein, on ne va pas s'embêter avec les femmes quand même. 100 mecs, blancs, hein, si ça ne vous gêne pas, entre 35 et 45 ans, qui ont juste le diabète. Ils n'ont rien d'autre, hein. Ils ont juste le diabète. S'ils ont de l'asthme, ils ne comptent pas. S'ils ont autre chose, ils ne comptent pas. Je veux dire, on va enfiler à 50, on file la pilule blanche, à 50, on file la pilule rose, et puis après on fait les stats. Alors là, on est super soigneux, les statistiques. Pas là pour rigoler. Et on conclut que, oui, c'est dans 78% des cas, ça s'est amélioré, donc on demande sa pilule. Alors, 2-3 petits problèmes avec ça. Un, on n'a aucune idée de pourquoi c'était que 78%.
Deuxièmement, ça généralise comment? Le patient, là, les japonaises toutes petites et enceintes, est-ce que ça marche aussi pour elles? On ne sait rien. Sauf que là, on va terminer de la pilule. Bon, ça va marcher, quoi. Ça marche chez les mecs, tout à l'heure. Troisièmement, et c'est là où ça tue, c'est là où c'est vraiment, c'est ça la quatrième cause de mortalité, c'est que, ok, le patient prend déjà une pilule qui a été étudiée indépendamment. Le patient prend déjà un truc pour l'asthme, pour la dépression, pour je sais pas quoi. Maintenant, on rajoute cette pilule. Donc, on a imaginé, pour ceux qui ont l'esprit matheux, cette espèce d'espace multidimensionnel avec des millions de dimensions. On a un petit peu de connaissance sur une petite fraction des axes. On n'a aucune idée de ce qui se passe entre, et tous les patients, ils sont entre. Parce que la plupart des patients, ils prennent beaucoup de choses. Dernière statistique, on va te dire ce qu'on fait. 30 millions de gens aux US prennent au moins 3 pilules pour 3 conditions différentes. La moitié de ça prennent 6 ou plus pour 6 conditions différentes. C'est des gens qui ont la totale, quoi, le diabète, de l'asthme, un truc de cholestérol, un truc cardiovasculaire, ils sont un peu déprimés parce que bon, quand même, ça permet de s'arrêter le matin et tout ça. Et maintenant, on vient de leur dire qu'il y a un 6e truc, il faut qu'ils adoptent. D'accord? Et donc, ça, c'est donc près de 15 millions de personnes. On n'a aucune idée de l'interaction entre les gens. Et donc, j'ai posé des questions à des tout petits, des gars qui pratiquent, qui essayent, hein, c'est pas. J'ai vraiment envie qu'on les. Je pense qu'ils essayent vraiment. Et leur réponse, ben oui, évidemment, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie. On espère qu'on va trouver le bon cocktail avec les patients. Donc, on va essayer de changer. La dernière pilule va marcher, c'est l'asthme qui redémarre. On va essayer de soit changer sa date, soit changer l'asthme, et puis au bout d'un moment, on va voir, etc. Ça, c'est la réalité. Donc, ok, hop, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de faire du data mining, d'accord, du machine learning, du big data, vous appelez comme vous voulez, des statistiques. Il ne faut pas le planter. On va prendre des données médicales, des dossiers médicaux, littéralement, votre dossier médical. On va le passer à la lunette, on n'en a rien à foutre. Qui est là? Est-ce que je peux juste faire le truc et j'ai la bonne réponse, d'accord? Il y a deux réponses. Donc l'idée c'est la suivante. On prend les dossiers médicaux, on tranche, c'est-à-dire qu'on extrait uniquement de la médecine. Le reste on s'en fiche. Le nom de l'infirmière qui était de garde ce soir-là, etc., on n'en a rien à faire. Combien vous avez payé pour votre? On n'en a rien à faire. Ce qu'on veut savoir, c'est un patient, dont on ne veut pas savoir qui c'est, en juin 95, il est arrivé, il s'est plaint de ça, on lui a donné telle pilule, il est revenu 3 semaines plus tard, il s'est plaint d'autre chose, on lui a donné autre chose, etc. Voilà. On aligne tout ça, on prend des millions, maintenant on fait des maths, on fait de la statistique là-dessus, et on pose des questions. Donc voilà un moteur de recherche, on a une espèce de Google là-dessus, et on arrive et on dit, ok, voilà, je suis un patient, je viens de sortir chez le docteur qui m'a dit que j'ai tel truc, qui m'a dit que mes options c'est, on peut faire cette chirurgie, on peut me donner cette pilule, on ne peut rien faire, et puis on verra dans quelques années si ça s'arrange. Alors, il m'a aussi donné des chiffres vagues sur, ouais, bon, les risques, si on fait tel truc, ou alors la probabilité, bon. Mais il m'a dit, ça c'est en moyenne. Et moi, je ne suis pas la moyenne. Moi, je suis moi. D'accord? Donc, je veux dire, mon risque de cancer des ovaires est quand même assez faible. D'accord? Donc, il faut quand même rester dans la boîte dans laquelle j'appartiens. Donc, pour des gens comme moi, quelles sont les vraies probabilités? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, aujourd'hui, c'est très simple. Les docteurs ne savent pas, les hôpitaux ne savent pas. Personne n'a la moindre idée de ce genre de choses. On ne sait pas, parce qu'on ne traque pas ces trucs-là. On ne garde pas une trace de ces trucs-là. Et c'est la question que tous les patients ont, pour eux, pour leurs parents, ou pour leurs enfants, etc. Donc, ce genre de questions. Donc, ça, il y a des questions sur, je dirais ça, c'est la médecine personnalisée. Et si on a suffisamment de données et qu'on fait des bonnes maths, on peut répondre à ces questions. Et j'ai des millions d'exemples, je n'ai pas le temps de les prendre, mais j'ai vraiment beaucoup d'exemples sur le fait que la moyenne, ça ne s'applique pas. Mon cofondateur me dit tout le temps, chez les Indiens, la plupart des Indiens, il faut 2 fois la dose de statine. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a quelques docteurs qui le savent, d'autres qui ne savent pas. Bon, mais comme ça, il y en a à tout bout de champ. Il y a aussi donc les histoires de médicaments qui se mélangent. Les personnes qui prennent 3 médicaments, maintenant on leur prescrit les 3, pour aller regarder ce qui s'est passé à tous les gens qui ont pris ces 3 médicaments. Et puis ceux qui ont peut-être pris les 2, et puis celui-là on a changé avec quelque chose de semblable, mais pas la même chose, et voir si c'est mieux. Donc ça c'est des dizaines de millions de personnes aux US, c'est pas nouveau. Hein. Encore une fois, c'est la 4e cause de mortalité, on pourrait essayer d'en parler un petit peu. Donc c'est ce genre d'idée. C'est
Il y a plein de termes. Ça s'appelle, je ne saurais pas le dire en français, clinical trials, virtual clinical trials, donc des essais cliniques virtuels, d'accord? Ça ne coûte rien. Mais la question, si j'ai bien compris, Oui, j'ai bien j'arrive compris, à la question c'est la Where do you qualité get the de data l'échantillon. from? Ah, ok. Alors, La les qualité données- des Deux Where do you échantillons. get the data from? Deux choses. Une, c'est d'aller voir quelqu'un qui a déjà des données et de leur demander gentiment, et très poliment, s'ils veulent bien partager leurs données, une fois qu'on enlève toutes les informations identifiantes. Oui. This is a selection process which is as random, as skewed, and as selecting males between 30, white males between 30 and 40. Non, Are you gently giving me your data? It's as skewed as the other? non, moi je parle d'aller frapper à la porte de l'hôpital de Stanford, de Kaiser. Then I will give it there. Non, c'est très difficile, mais bon, on est équipé. Je crois que j'ai mon premier poisson, d'accord? Donc, c'est très difficile, mais c'est faisable. Il faut toutes sortes d'arguments, etc. Il suffit d'avoir un bon crawler. Non, ça, non, Non, il y a- c'est pas sur Internet. Il y a le problème de législation des les données soient anonymisées et c'est très difficile d'anonymiser. Justement, c'est là qu'on a la technologie. C'est ça le truc. Mais non, donc c'est très difficile parce qu'il faut persuader les gens de donner de partager leurs données dans lesquelles on a enlevé toute l'information personnelle des gens et donc ça devient juste ces gros tableaux de trucs modifiés. D'accord. Donc ça c'est un chemin qu'on explore en ce moment. Il y a un deuxième chemin. What's in it for them? Juste pourquoi ils jouent le jeu? Ça va leur rapporter. What's in it for them? Parce qu'ils ont quelques questions, en général des questions très bêtes, ils ont quelques questions qui les intéressent et ils ne savent pas le faire. Donc ils sont prêts à faire ça. Parce qu'ils veulent être les premiers, au cas où ça marche. Parce que ça ne les gênerait pas d'avoir quelques warrants, petits gigawatt, donc il faut que ça marche aussi. Voilà. Des raisons comme ça. C'est pas des très bonnes raisons. C'est pas ce que je vois. Je pense que la question que tu poses de la qualité de l'échantillon et du stewing Yes. de l'échantillon, elle est importante, mais si on a suffisamment d'informations sur l'échantillon lui-même, on peut quand même s'en servir en disant là on n'a que des blancs. Si on n'a que des blancs, on peut dire là on n'a que des blancs ou là. Non, mais si on le sait, parce que si j'avais les données de l'hôpital de Stanford ou les données de, je sais pas, d'une boîte qui a acheté 1000 petits cabinets de docteurs, je sais que ça serait données différentes. D'accord, les cabinets de docteurs, il y aura beaucoup de rhume de grippe, l'hôpital de Stanford, il y aura beaucoup de trucs cardiaques. Donc, Il y a des data quest, par exemple. Machine learning can learn only as good as the input data comes in. Non, mais c'est vrai. Mais On c'est peut ce que avoir je dis par tout le exemple toutes les données de DataQuest. On connaît DataQuest, c'est le laboratoire d'analyse médicale qui a pas un monopole, mais enfin qui. il y a l'accord. Comment? Il y a l'accord. Il y a une bonne situation. Et donc on peut, par exemple, dans un domaine limité, essayer d'avoir anonymisé toutes les analyses CBC, le bilan sanguin complet et puis les deux trucs qu'on fait d'habitude, CBC et métabolites. Pour voir par exemple les insuffisances rénales, un truc qui coûte très cher à la société, c'est la dialyse. Parce que ça c'est prolongé, ça coûte très cher et c'est très dangereux. Parce que la dialyse crée toutes sortes de maladies avec. Et donc si on peut avoir un échantillon des analyses d'urine sur une population suffisamment large, pour voir la créatinine, enfin des trucs comme ça, enfin, la créatinine, et puis il y a un autre métabolite que j'ai oublié, on peut savoir beaucoup de choses utiles pour l'avenir. C'est vraiment une bonne question et c'est bien d'être sceptique là-dessus. Ce que j'ai appris, d'accord, l'exemple, un cofondateur qui donc lui fait ça dans le domaine de la recherche à Stanford. Il est à l'école de médecine à Stanford, il fait ça depuis 3 ans, il a accès aux données de Stanford. C'est petit, c'est biaisé, d'accord, on ne voit pas les rhumes là-dessus, on ne va pas Stanford plein en rhume, il est là parce qu'on veut se faire réparer le cœur ou des trucs comme ça. En dépit de ça, il a publié toute une liste de papiers qui sont les papiers listés, les tops, on ne peut pas faire mieux, etc., dans des tas de domaines, dans lesquels il arrive à trouver des choses qui ont le biais de Stanford ne gêne pas. D'accord. C'est des trucs sur justement les interactions de drogue,
Il a montré qu'on pouvait retrouver les histoires du Vioxx, pour ceux qui se rappellent de ça. Ah oui, Le débat en 2005, 2004. Il montre que juste avec des données Stanford, c'est pas un beaucoup. anti-inflammatoire non stéroïdal. Il y a eu ce qu'on appelle les NSAIDs, il y a un scandale. Qui causait des crises cardiaques. Ouais. C'est un problème. Il y en avait pas mal au genou. Ah, le genou, c'est allé. Donc, et ça a été, évidemment, les gars qui l'ont poussé à essayer de retarder ça le plus possible. Et juste les données Stanford, donc c'est entre 1 et 2 kilos de patients, c'est pas beaucoup, c'est petit, d'accord, on parle de l'OSP. Avec ça, il montre que les données étaient absolument claires, rouges et clignotantes, 2 ans avant. 2 ans avant. Il a recréé ça pour 6, juste encore une fois, juste avec les données Stanford, 6 des courses, des rappels de. Enfin, quand on a enlevé des médicaments du marché, il y en a eu 9 dans les 10 dernières années, et il en a retrouvé 6 comme ça avec 2 ans d'avance. Et il y a des résultats, et c'est intéressant, il y a des résultats qui sont aussi des trucs positifs. Par exemple, j'ai montré qu'il y a une maladie, ça s'appelle, en français c'est sans espoir, c'est la crise cardiaque dans les jambes, dans les artères des jambes. Donc ça se bouge, on boite un peu, puis après éventuellement il faut scier. Ça fait des ordres. L'anthrombose, c'est dans les veines, non? Ça, c'est les artères. C'est l'embolie. Dans l'artère, c'est le bolus. Toujours est-il. Donc ce truc-là, il y a un médicament qui marche, et parce qu'il est dans la même classe qu'un médicament qui a été prouvé il y a 20 ans, peut-être causer des crises cardiaques, etc., il y a un avertissement gros comme ça sur la boîte qui dit vous prenez ça, vous allez mourir pour sûr. Donc c'est presque jamais prescrit. Et il a fait l'étude et montrait que, ben non, ce truc-là, il n'est pas dangereux et c'est le seul médicament qui marche. Donc il y a du positif. C'est, bon, arrêtez de faire les sans-doutes. Si quelqu'un veut vraiment prouver que ce médicament est dangereux, ils ont pu faire l'étude. Mais en attendant, les statistiques, les vraies données montrent que c'est pas vrai. Donc il y a plein de résultats dans toutes ces directions. Bon, moi, je suis ça m'ouvre l'appétit. Non, mais sérieusement, d'un point de vue personnel, quand on est de mon âge, en disant maintenant c'est l'entretien, on ne bâtit plus, on peut toujours déboucher les gouttières. Et donc il y a un aspect de la médecine chronique qui est important, et donc de préventif ou de surveillance, la médecine de surveillance qui est quand on est tout jeune, qui est extrêmement important, parce que les mécanismes de compensation, la raison pour laquelle les gens de 50 ans qui sont trop gros ont du diabète, c'est pas parce qu'ils sont diabétiques. On est diabétique de naissance, de façon génétique. Il y a ce qu'on appelle le diabète gras en français, ou le diabète 2 en anglais, c'est quand les mécanismes de compensation cèdent, ils se sont fatigués, l'organisme n'est plus aussi souple qu'avant, et il y a un mécanisme de compensation de l'excès d'absorption de calories, en fait, qui finissent toujours par fabriquer du sucre, qui s'effondre, et on vient d'être diabétique de façon, ils appellent ça ici, un diabète adulte. Le diabète adulte. Adult onset. Donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui sont très importants. Alors maintenant, on va revenir sur. Alors, quelle est la plus grosse bêtise que tu aies faite? Oui, bah vas-y. La dernière phrase sur la que je suis en train de faire, parce que je suis quand même assez passionné. L'idée, dont je ne donne pas d'exemple, c'est juste ça. C'est si on avait accès à beaucoup de données, de la bonne qualité, etc. Je ne vais pas dire la deuxième manière. La deuxième manière, c'est par les gens, en fait. On demande aux gens de partager leur dossier et ils le font. Vous avez intégré AirVault, ce genre de données depuis HR? Oui, sauf que ça, c'est la bêtise, ça ne marche pas personne. Parce que ça ne fait rien. Moi, Vous pourriez intégrer les données, les vital signs. Oui, bien sûr, mais moi je veux partager mes données si en échange on me donne de la magie. On répond à des questions impossibles. Je veux savoir des trucs sur moi personnel. Les gens qui sont comme moi, quand on leur fait tel truc, quand on leur donne telle pilule, en moyenne, qu'est-ce qui leur arrive? Des questions comme ça. Ça m'intéresse. Bon, AirVault ou Google Health, quand c'était à la grande époque, je mets mes données ici et je vous promets que vous pouvez les récupérer, à quoi ça sert? Mais c'est ce genre de données, c'est des données de santé. C'est on commence par le médical, on peut rajouter d'autres choses. Bon, Si on a suffisamment de données, de qualité, etc., et qu'on fait les bonnes mathématiques dessus, on peut apprendre une quantité phénoménale de nouvelles sciences médicales qui est directement utilisable. D'accord? Ne prenez pas sa pilule avec sa pilule parce que ça a une probabilité de temps de
de vous poser telle virgule, prenez l'autre à la place. Il n'y a pas de mal dans tout ça. Et puis si quelqu'un veut le vérifier pour 100 millions de dollars, ils peuvent aussi juste prendre les chiffres. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une preuve de concept en synthèse que vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est une Une preuve de concept, une proof of concept. Ah non, le proof of concept, il est déjà fait, c'est la recherche de fondateurs. Donc ça, c'est là, On va faire un produit. on produit Un des service. services et avec un tableau, avec des post-it partout. Et c'est quoi le Qu'est-ce business qu'on peut faire comme produit? Pardon. Le business, c'est quoi? Le J'ai business, compris la problématique, mais là, je suis au comment on point- fait les sous avec? Là, je suis au point faible où j'ai la mauvaise réponse qui est c'est une technologie et il y a beaucoup de possibilités. Alors, ça, évidemment, ça fait grincer les dents de BBC, ça. Parce que ce qu'il faut, ça, c'est pas ce qu'on veut entendre. Ce qu'il faut, c'est choisir. Donc, le business, c'est des trucs magiques pour les consommateurs, répondre à leurs questions. D'accord. Et j'ai vraiment une très longue liste de questions que les consommateurs devraient poser. Donc, une espèce de Google pour leur santé à eux. Et ça, évidemment, c'est gratuit. Et en échange, je leur donner. Et pour les hôpitaux, pour les docteurs, etc., c'est essentiellement la promesse de toute cette nouvelle connaissance, pour pharma aussi, c'est-à-dire des boîtes auxquelles on va sauver leurs médicaments, montrer qu'il y a 10 fois le marché de tel médicament, ou leur épargner la prochaine catastrophe d'Aex en disant ne le donnez pas aux gens qui prennent cet autre truc. Le reste, ça a l'air ok, mais ceux qui prennent cet autre truc, ça se passe mal. Donc plutôt que d'avoir le recall dans 2 ans, vous faites ce changement. On a plein de choses pour pharma. Il y a des trucs pour les hôpitaux. Et le truc ultime, c'est la médecine personnalisée. Pour quelqu'un comme vous, voici ce que l'expérience globale qu'on a nous enseigne. Et donc, moi, en tant que docteur, je vais prendre mes décisions en me reposant là-dessus. Non, je comprends ce que ça avec, je me demande juste qui c'est qui paye. Qui c'est qui paye? Les pros. Les pros. C'est les pros. Les pros par les pros. Les hôpitaux, D'accord. les hôpitaux, pharma, ceux qui ont beaucoup de sous aujourd'hui et qui sont prêts, et qui en général ont des questions très bêtes. Donc, je pense que continuellement, on va faire des trucs mal avec ça. Il y a encore beaucoup de faire aujourd'hui, c'est des questions très bêtes. Et les sociétés d'assurance, ça les intéresse pas? Bien, c'est une question réaliste. Je parle des assurances. Alors, juste, avant que je le livre au Lyon, deux questions. Est-ce que tu as un violon d'amour, par exemple, en dehors de ton métier? Est-ce que tu joues du violon, justement? Tu es champion de golf? Non, j'ai 3 enfants, donc. Quel âge ont-ils? 10, 10 et 11 et demi. Oui, tu vas être occupé là. Donc, oui, ça, c'est bien. Et j'ai acheté un petit bureau. Ah, voilà. D'accord, petit hélicoptère. Alors, cherchez sur le web, trouvez sur le web, je crois que c'est dans Gizmodo, il y a 2 vidéos avec un hélicoptère, 2 vidéos par drone de Burning Man. Gizmodo, 2 vidéos de Burning Man, et ça aussi, c'est... Alors bon, J'ai pas le temps. quel est le... Non, ça, je comprends. Je comprends. Les gens me demandaient quel est votre... Ah, bah, j'adore l'informatique. Ah, bon, donc, le week-end, qu'est-ce que vous faites? Oh, donc, non, ça va. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite qui t'amuse rétrospectivement et que tu voudrais nous raconter? Ah, j'en ai beaucoup. Non, mais on a tous, je veux dire, on a tous beaucoup. J'en ai déjà donné une, c'est quand j'ai dit à Linotte que je le rappellerai, puis j'ai jamais rappelé parce que j'ai jamais donné ce qu'il voulait. C'était une bêtise. Altadistal, le bénéfice que j'avais retiré, il était dans les premiers 3 mois. Après, c'était. Il y a ça, puis j'ai aussi. J'avais été approché par le au tout début, et c'est pareil, j'ai pas compris ce qu'il voulait parce qu'il voulait rien dire. C'était tu viens et après on te racontera. Non, ils m'ont raconté, et moi je dis. On a fait tout un dîner comme ça, puis à la fin j'ai pas su. C'est dommage aussi. Ok, donc écoute, je te livre au Lyon. Aux questions, pardon. J'ai une question, c'est comment est-ce qu'on passe de chercheur qui s'amuse un peu toute sa vie à businessman essentiellement, puisque vous êtes businessman. Donc dans cette recherche
d'un business model, dans cette recherche. Comment s'opère cette transition? Il faut se faire très peur. En fait, c'est la première fois où je suis. Bon, c'est moi qui dirige la boîte. D'habitude, je me débrouille toujours d'avoir un fondateur qui est assez bête pour dire ok, je serai le CEO, moi je suis CTO, quelque chose comme ça, et donc je fais tout le travail amusant, je fais la techno, j'ai une petite équipe, etc. Et puis après, ça foire parce que les gars, ils ne savaient pas. D'accord. Là, c'est la première fois où je prends un risque et c'est vraiment chouette, parce que pour l'instant, je ne peux rien faire moi. Je vais être un petit peu CTO, mais non, il faut que je fasse confiance aux gens, donc j'ai dû apprendre, et je suis vraiment content de le faire. Parce qu'il y a tout un côté, j'ai l'impression que j'ai grandi, quoi. Il y a un petit côté, moi je peux prendre la voiture tout seul, quoi. Et j'ai fait ça, je crois que je l'ai fait, je me suis forcé pour prouver que je peux le faire. Il n'y a pas de, je sais pas, j'ai pas fait de cours, j'ai pas suivi des séminaires, j'ai pas de gourou. Bon, j'ai des copains qui m'ont fait, à qui je pose des questions, mais c'est. Donc tu es un bon investisseur. J'ai un bon investisseur, etc., qui sait aussi garder la passion, je ne sais pas comment dormir, mais c'est. Enfin, je sais pas comment dire. Je crois que j'ai peut-être aussi atteint la conclusion que je ne peux plus faire cette bêtise une fois de plus. Parce que d'être le gars qui va faire la techno, le produit, etc., et pas s'occuper de gérer ou de soucier du business model, éventuellement, c'est là où le plus gros bêtises va être fait. Parce que je sais que du point de vue technique, je me planterai. D'accord. Je crois que je peux me dire jamais. C'est pas ça qui me fait peur. Ça serait l'autre côté. Donc c'est là où il faut que je mette l'effort. Un jour, je trouverai ça le partenaire parfait à qui je peux faire confiance, mais c'est pour pouvoir arriver. Voilà, c'est pour ça. Donc, je me suis forcé. Eric, pardon. Surtout aux US, et notamment dans le domaine de la santé, donner des prescriptions très précises, c'est pas un peu risqué. C'est pas apprécié. Un peu risqué. Un peu risqué, oui, à la limite de la médecine. Apparemment, si c'est gratuit, c'est ok. On peut être charlatan, c'est légal. Au point de vue légal, j'imagine au point de vue légal, c'est ça. Non, du point de vue légal, oui. C'est-à-dire que votre moteur de recherche pourrait dire non, il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça. Le résultat, il y a des morts, et vous avez un Ceux qui processus. ont pas remarqué les publicités à la télé, elles disent demandez à votre docteur ce qu'il pense. Non, mais il y a bien des biens, mais c'est quand même la question. Oui, non. Je vois pas, comme on dit, il y a des avocats pour ça. Il ne faut pas pratiquer la Non, mais médecine. c'est évidemment. Oui, mais il faut avoir l'assurance pour ça. Oui, il y a l'assurance pour ça. Vous avez l'assurance pour ça? Oui, l'assurance pour ça. Mais bon, l'idée c'est de ne pas pratiquer la médecine. D'accord. C'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est donner aux gens, les exposer à des données qui sont aussi objectives que possible. Et leur dire, maintenant, vous réfléchissez, vous allez avec le docteur, vous faites ce que vous voulez, vous allez faire de toute façon. Ça va remplacer les espèces. Ça, c'est notre truc que j'ai découvert, c'est tous ces blogs de patients, les registries, etc. Dès que quelqu'un a un problème, d'accord, un cancer, quelque chose, ils deviennent l'expert mondial sur le truc. Ça pousse leur tout livre. Sur ce petit truc-là, ils en savent énormément. Ils sont absolument passionnés, ils ne veulent absolument pas. Alors là, les histoires de privacy, ils prennent leur dossier et puis ils le mettent là. Voilà, si quelqu'un a une idée, voilà ce qui m'est arrivé, vous me dites ce que je peux faire. À ce point-là, j'en ai rien à foutre de privacy. Donc, je sais pas, cette énergie, on pourrait quand même l'aider un peu, parce que c'est quand même au hasard, d'accord. Ah ben j'ai lu dans un machin que si on prenait des cataplasmes Il y a énormément de sites aujourd'hui qui déjà dispensent, si j'ose dire, des conseils et de l'information médicale sur les interactions médicamenteuses, sur le traitement pour tel symptôme, ou sur un symptôme. Si vous allez dans Google, vous tapez votre symptôme, vous allez avoir plein de réponses. Aujourd'hui. Ça peut empêcher les gens de faire ça aujourd'hui, donc ça, c'est d'essayer de. Et Google n'est pas responsable. Non, mais c'est du user generated. Ben, pas vraiment, il y a d'autres choses. Il y a aussi des sites qui ont des opinions de docteurs. Donc, il y a un site que je connais, ils sont aussi dans le portfolio de Cosla, qui s'appelle HealthTap. Donc, c'est un espèce de site où les docteurs d'un côté, les patients de l'autre, les patients posent des questions, les docteurs répondent. Et alors, c'est
c'est toujours, là c'est assez standard. Quelqu'un qui arrive, qui dit voilà, voilà mon problème, blablabla, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un docteur qui répond, ah, bah, il faut absolument faire ça, et l'autre qui répond, il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, à la radio, moi, je me souviens, quand j'ai appris l'anglais courant en écoutant un poste de radio où il y avait tous les jours un docteur qui répondait à des questions de personnes au téléphone sans les avoir vues. Tout ça. Il y a quand même une doctrine en droit, et je parle devant un avocat, qui est l'intérêt public. Et quand on fait quelque chose qui est pour l'intérêt public, il y a un certain nombre de protections contre les poursuites. Je me trompe? Bon, enfin, notre réponse, c'est que j'ai des bons avocats. J'ai pris les gars chez Fenwick parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font du besoin. Eric? J'avais une question sur les labos de recherche. Avec toute ton expérience dans tout plein de labos de recherche prestigieux différents, Ouais. lequel était le meilleur et pourquoi? Ah, c'est compliqué. Non, je demande juste d'un point de vue personnel, dans l'ensemble, d'un point de vue à toi. Non, mais la réponse, ça dépend à quelle époque. Hein. C'est ça, c'est. Aux époques où tu... Un endroit comme Barnes. Et question accessoire, alors que si on est en sur le laboratoire auquel tu n'es pas forcément, c'est qu'est-ce que tu penses du laboratoire de recherche de Microsoft? Parce qu'on parlait dans Microsoft. Avec bien un peu de recherche, je pense que Parc, à la grande époque, ça c'est juste avant que j'arrive, était un endroit absolument phénoménal. Ça avait 5 à 10 ans d'avance, dans à peu près toutes les dimensions, c'était le futur. C'était quand même pas mal de pouvoir monter dans une machine à voyager dans le temps, en allant jouer là-bas. J'avais vu un petit peu de ça quand j'étais à Carnegie, ça à la même époque, et il y avait des machines, le Xerox, etc. Enfin, j'ai pu un petit peu le renifler ça. Et ça c'était magique, quoi. C'est pareil beaucoup. Je pense que Google, entre 80, 2000 à 2000 quelque chose, c'était la même chose. C'était le parc, d'accord? C'était un grand labo de recherche qui aussi imprimait des billets, mais c'était essentiellement un labo de recherche qui expérimentait. Et quand il trouvait quelque chose qui marchait bien, il pouvait le donner à des milliards d'euros, enfin, à énorme échelle. Et ça, ils l'ont fait très bien, je pense. Du côté innovation, en comprenant que l'innovation, ça ne se planifie pas, non, on peut avoir des résultats. Alors, d'ici Noël, j'avais trois prix Nobel, et bon, ça ne marche pas comme ça. Et que l'innovation, c'est surtout qu'il faut du gaspillage. Donc il faut avoir les reins solides. Et avoir 4000 gars qui sont dans les couloirs, qui bouffent le lunch tous les jours, qui s'amusent. Puis dedans, il y a trois idées extraordinaires qui vont sortir. Voilà, c'est comme ça, c'est ça l'innovation. C'est un monopole. Xerox avait un monopole, il donne beaucoup d'argent. Mais on peut répondre que Microsoft avait un monopole. Oui, enfin, je ne les connais pas beaucoup, les recherches Microsoft, j'ai toujours l'impression, je suis sûr qu'il y a des petites poches d'excellence, et puis il y a beaucoup de médiocrité, parce qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à attirer des gens les plus intéressants, il y a toujours plus chaud ailleurs, et puis il y a les startups. C'est ça qui a changé aussi à l'époque de Parc, à l'époque de startups. La recherche associée aux grandes industries, c'était l'endroit où aller. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu sors avec un PhD dans l'université américaine, on te dit, voilà, vous pouvez aller travailler, aller faire de la recherche chez Microsoft ou aller chez Google. chez Facebook, je ne sais pas mentir. Oui. Paradoxalement, il y a beaucoup de gens de Parc qui sont à la Microsoft. Leslie Lamport, Domaine Mescal qui a inventé Internet. Charles Simonnier. Charles Simonnier. Bien sûr, mais ça c'était il y a 30 ans. Complètement. Alors, Ah ça, oui, c'est il y en a une un autre histoire. 30 ans. La vraie histoire, c'est que ces gens-là qui étaient donc sur le parc, qui sont allés chez DEC, quand DEC a été racheté par Compaq, ils n'ont pas apprécié et ils sont allés chez Microsoft. J'avais deux petites questions. La première, c'est donc tu es passé un peu de chercheur, etc. Aujourd'hui, un côté business qui t'intéresse, management, etc. Ou plus. Minimum, hein, c'est uniquement parce que c'est très technique et que oui, voilà, c'est technique. Est-ce qu'il y a une notion de sens aussi qui t'intéresse pour le projet puisque médical, etc. ou pas vraiment? Attends, de sens, tu veux dire? Parce que c'est quand même pour le bénéfice médical. Complètement. Est-ce que c'est aussi ça joue ou c'est juste le côté. Moi, j'ai fait pour ça. Je veux dire, Vinod, j'espère qu'il récupère son argent et qu'au passage, je pourrais m'acheter une belle voiture, mais c'est pas le but. Hein. Et ça, c'est un changement par rapport au début quand tu faisais Altavista? Mais non, c'est pareil, parce que Altavista, je veux dire, c'est pas ça qui m'a rendu riche. Hein. C'était pour une
Universal, c'était pas un succès. Le Cambly Impact, c'était monstrueux. La première fois, donc moi, c'est ça. La drogue, c'est ça. Ça, c'est la deuxième question. Et la deuxième question, c'est le côté un peu français, etc. Est-ce que, parce que j'ai entendu parler quand même de plusieurs petites sociétés, notamment avec des facs de médecine, etc., qui se développent, qui font pas exactement la même chose. Parfois, c'est sur une maladie, la sclérose en plaques, mais on rassemble des données, on fait une appli qui essaye de donner quelle est la meilleure solution, des meilleurs médicaments, analyse médicaments, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de parler avec tous ces gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà des accords, etc., et notamment avec la France, tu cites là, pour essayer de développer quelque chose où chacun travaille vraiment tout seul aujourd'hui? Les Français nous donnent leurs données, moi, je suis pour. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, j'ai entendu parler de beaucoup de boîtes. Est-ce que ça discute entre vous? Voilà. La vérité, c'est que j'ai pas eu le temps de regarder ça. Je vais vous donner les noms. Je suis tout pour. J'ai pas eu le temps de regarder parce qu'en fait, les gens qui ont des données, il y en a des montagnes. Il y a tous les hôpitaux, les cliniques, etc. Les marchands de e-Champ, donc le software pour lequel les docteurs tapent quand ils parlent. Il y a les trucs comme Kaiser, Server, etc. Il y a les compagnies d'assurance, il y a il y a tous les espèces d'agrégateurs à tous les niveaux de ces données-là, il y a les trucs de pharmacie, bon, il y en a beaucoup. Et après, ça c'est juste aux US, après il y a les pays, en particulier les pays qui ont un système unifié, d'accord? Donc les pays où c'est single payer. Oui, un système de paiement unique. Parce que la médecine, je ne sais pas d'accord. Alors là, c'est encore plus intéressant parce qu'ils ont tout. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, j'en reviens à la question de tout à l'heure, c'est un des gros problèmes des données, c'est si j'ai les données de Stanford, je ne vois pas ce que le dentiste a prescrit à ce gars-là. D'accord? Si la question c'était est-ce que tel antibiotique, c'est le dentiste qui l'a prescrit, j'ai pas ça, mais aussi juste Stanford. Ou inversement. D'accord? Quand il y a un single pay, on voit tout, absolument tout, et ça c'est grandiose. Enfin, c'est ce que je veux. Donc, et ça, il faut les frapper ailleurs. Il faut les faire parler à d'autres pays. Et c'est une conversation intéressante. Et donc, c'est ça aussi, tu l'envisages, de parler un peu. Une dernière question. En quoi ça se différencie de patientslibrary.com, qui est un grand site où tous les patients donnent leurs données? Oui. Patients Like Me, c'est les patients décrivent leur truc, et il y a, je crois, un tout petit peu d'analyse par derrière, mais pas beaucoup. Donc, c'est plus, Patients Like Me, c'est plus, ça crée la communauté de gens qui ont, à chaque fois qu'ils mangent ça, ils envoient la tête en droite, donc ils essaient de comprendre, et puis est-ce que quelqu'un a trouvé le truc magique qui va arrêter, etc. Et donc, c'est plus une grosse agrégation de petites communautés. Et c'est tout. C'est UGC, c'est User Generated Content, d'accord? Il n'y a pas de. C'est des patients qui écrivent. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de science par derrière ou d'analyse sérieuse. Là, c'est vraiment de partir de trucs objectifs. D'accord? Énorme matrice, d'accord? Des millions de concepts médicaux, des millions de patients sur des années. Et maintenant, on tourne la manivelle et il sort que, on n'est pas ça et ça. Et justement, ce qui est nouveau, c'est pas des données, c'est la technologie. Les plans d'expérience et tout ça, c'est quand même pas très nouveau. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans d'autres domaines, ça, c'est des nouvelles, c'est pas des nouvelles. Les deux exemples favoris, c'est la publicité. La publicité, c'était un domaine assez poussiéreux, avec des gars qui mâchouillaient des cigares pendant le déjeuner, et c'est devenu, j'ai passé 2 ans là-dedans, c'est plus tu as de données, plus tu gagnes. D'accord? Il faut être malin pour extraire la dernière goutte d'optimisation. Deuxième exemple favori, deuxième exemple favori, les campagnes politiques. Je passe le Obama a été réélu grâce à un gars qui s'appelle Jim Messina, qui était son campaign manager. Et Jim, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le tour. Il allait parler à Eric Schmidt, il allait parler à Jeff Bezos, etc. Il a appris ce qu'il pouvait. Un mec qui est pas bête, je l'ai rencontré, il est pas bête. Il a absorbé tout ça, il a dit ok, voilà ce qu'il faut. Donc c'est big data. Il allait récupérer des gars qui avaient le profil, donc des gens genre Google, alors des petits jeunes qui en voulaient, qui avaient la bonne connaissance en maths, qui n'avaient pas peur, qui n'hésitaient pas à faire des gros trucs. En donnant cette incroyable machine à traiter toutes les données qu'ils avaient. Et j'ai vu parler, il était à une des conférences de cela. Donc,
Quand ça en était vraiment à la fin, pour les élections, les gars du côté d'Obama, ils envoyaient les petits jeunes avec un iPad, frapper aux portes. L'iPad avait un message personnalisé par adresse. Le numéro 327, c'est des petits vieux, ils sont à la retraite, ils n'ont qu'une trouille, c'est ça, voilà le message. La porte d'après, c'est des jeunes parents. Alors eux, c'est tout, pour autre chose. Les ans après, ne perdez même pas votre temps, ces mecs-là, ils tirent à vue, donc passez à la suivante. Et derrière ça, il y avait une machine absolument hallucinante pour arriver à faire du ciblage précis au micro-poil. Et ils savaient exactement quand ils allaient gagner et combien ils allaient gagner, et c'est ce qui s'est passé. C'est hallucinant. Et ce qui m'amuse, c'est que la médecine, c'est le dernier bastion qui, pour l'instant, résiste à ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourra rester jusqu'à minuit. On te l'immédiat. Un sujet passionnant par un homme passionné, avec beaucoup d'expérience. On n'a pas parlé de toute ton expérience professionnelle, parce qu'à nouveau, là, mais de toute façon, il y a le bar, donc vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi que tu sois venu partager à la fois ton expérience et tes projets.